Le président de la République est déterminé à mettre fin au cycle infernal de l'insécurité qui sévit dans son pays, précisément dans l'Est de la République. Après son discours fait à la nation le jeudi 3 novembre 2022, le chef de l'État appelle à la mobilisation autour de l'insécurité, briser l'ennemi, mettre fin aux interminables guerres de l'Est de la République. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Germain Kambinga, ancien ministre de l'Industrie, membre du gouvernement Ilukamba, mais aujourd'hui, dans sa casquette du président du regroupement Le Centre. Germain Kambinga, qui je dis bonjour. Bonjour. Une fois de plus, le chef de l'État a pointé du doigt au Rwanda, l'accusant d'avoir réactivé le 123 pour viser le partisan de l'expansion territoriale. Félix Tshisekedi a dans son adresse à la nation appelé le peuple à la mobilisation générale pour repousser l'ennemi. Pensez-vous que ces discours tombent à point nommé? De prime abord, ce qu'il faut noter, c'est que la première responsabilité régalienne, constitutionnelle du chef de l'État, c'est la protection des Congolais et des Congolaises et la protection de l'intégrité territoriale. Protéger notre intégrité territoriale. Faire en sorte que aucune puissance, aussi bien nationale en termes de sédition ou internationale en termes de volonté de balkanisation, ne puisse diviser la République démocratique du Congo et lui faire perdre un seul centimètre de son territoire. Il est dans son rôle. Il était important, donc, pour le président de la République, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que nous avons suivi l'avancée de ce groupe stipendié par le Rwanda. Il était donc important, disais-je donc, que dans le cadre de son serment constitutionnel, au président de la République de réveiller l'ensemble de la nation, de faire cet appel à la cohésion, de tendre cette main à toutes les forces sociopolitiques pour que dans l'unité, nous puissions accompagner les efforts des FARDC, accompagner les efforts de la République démocratique du Congo dans ce combat qui nous est imposé par l'adversité. Alors, comment comprendre ces discours dans le contexte de l'agression? C'est tout simplement une idée toute simple, c'est qu'une nation divisée ne peut pas gagner une guerre. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, ce qui se passe sur le front a un lien intrinsèquement logique avec ce qui se passe au niveau du corps social de la nation. Les militaires doivent sentir qu'il y a au-delà de tout une cause qui justifie le fait pour eux d'engager leur vie. Il s'agit bien pour nous, ici confortablement installés à Kinshasa, d'avoir la certitude que nos frères et nos sœurs engagés dans le front Est soient suffisamment motivés pour mener à bien cette lutte, vaincre l'ennemi, protéger l'intégrité territoriale et offrir ainsi des perspectives à notre pays. Donc c'était important pour le président de la République d'assumer ce rôle du père de la nation finalement, qui se met au-dessus des clivages politiques et qui appelle tous les Congolais, qui rappelle tous les enfants Congo à rentrer dans la maison et à faire front pour combattre l'ennemi. L'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, pensez-vous que ça va faire reculer l'ennemi dans toutes ces stratégies? Il faut bien comprendre qu'ici, il y a deux étapes. La première étape, c'est celle d'une cohésion retrouvée au niveau intérieur. Même discours, même entrain et même volonté patriotique de voir notre territoire sécurisé, nos populations protégées. Ça veut dire une nation rassemblée est une nation qui concentre ses énergies et ses moyens et qui tend toute sa volonté vers un seul but. C'est ça la première étape. Ensuite, lorsque nous avons fait ça, ça veut dire que les moyens sont mobilisés, ça veut dire que la conscience patriotique nous met à l'abri des écueils du passé, les infiltrations, les détournements de fonds, et la démotivation. Ça veut dire que l'armée, qui est le deuxième objectif, le deuxième point qu'il faut intégrer, parce que c'est l'armée qui est au front, c'est l'armée qui défend, c'est l'armée qui met la vie des militaires en jeu pour défendre le territoire, a, en aval, reçu toutes les motivations nécessaires pour affronter. Et c'est ce lien logique qui permet d'espérer que la cohésion
entraîne une meilleure organisation, entraîne un rassemblement et entraîne une plus grande motivation pour nos forces armées et qui rassure que face à cette amélioration qualitative de notre organisation, nous avons une certitude de pouvoir remporter cette guerre. Et d'ailleurs, les signaux sont plus ou moins encourageants. Alors, l'armée a lancé de frappes aériennes contre l'ennemi, ciblant de bastions stratégiques du M23. L'ennemi a été délogé à Tchanzu et Runyoni. Peut-on dire que les lignes sont en train de bouger? Il faut surtout comprendre qu'une guerre, comme celle qui nous est imposée par nos voisins, qui répond à une stratégie vieille de plus de 30 ans, qui est celle de la balkanisation du Congo et de l'accès à moindre coût à nos ressources, qui sont, devant-on le rappeler, les ressources dont l'humanité aura le plus besoin dans les années à venir, dans le cadre de la transition énergétique. La question de la sécurité énergétique des pays occidentaux est une question fondamentale qu'ils anticipent et sur laquelle ils travaillent depuis des années et qui arrive à échéance. La question de la révolution numérique, la question de la guerre de l'eau. Donc c'est autant de problématiques qui justifient toutes ces actions stipendiées de l'international vers le Rwanda, qui sous-stipendie lui-même le Rwanda par des groupes armés inféodés à ces intérêts-là. Donc lorsqu'on a cerné la problématique de cette façon-là, on comprend mieux l'ampleur du problème, et on comprend mieux pourquoi il faut inscrire cette lutte dans le temps. Il ne faut pas s'arrêter à des effets spectaculaires. Il faut aller au fond des choses. Le fond des choses, c'est une nation rassemblée, c'est une nation réunie, c'est des moyens importants mobilisés. Nous parlons d'1 milliard de dollars minimum par an qui accompagneront l'effort d'opérationnalisation, de renseignement, l'effort de communication, l'effort de diplomatie. C'est une stratégie globale qu'il faut intégrer dans la durée qui va nous permettre de trouver une solution définitive à ce problème récurrent. Cette gangrène doit être extirpée de la République démocratique du Congo pour nous permettre d'avancer. Mais pour cela, nous devons être sérieux au début, sérieux au milieu et surtout sérieux jusqu'au bout. Ce ne sont pas des adversaires dont il faut sous-estimer les capacités de nuisance. C'est une hydre à plusieurs têtes. Il faut être concentré et aller jusqu'au bout. Alors, parlons cette fois-ci, Germain Kambinga, de l'Union africaine qui propose un dialogue intercongolais pour endiguer la crise. Est-ce opportun? Mais c'est tout à fait le point de vue du centre depuis le départ. La recherche, si vous voulez, de l'unité nationale, de la cohésion nationale, ne peut pas se construire sans un soubassement. Il faut un sabord. Donc je pense que la plupart des acteurs et politiques et de la société congolaise d'une manière générale commencent de plus en plus à comprendre qu'au-delà des intérêts de positionnement et l'appétit que peut susciter l'attrait de quelques postes à partager, il y a un intérêt qui nous oblige à échanger et à discuter. Mais il faut bien comprendre que le point de vue du centre dès le départ, ce n'est pas de faire un dialogue qui serait une répétition de ce que nous avons toujours fait. Ça veut dire se retrouver, d'abord avec beaucoup de chaleur, mais très peu de lumière, pour aboutir à des partages de postes qui ne sont jamais en définitive les solutions espérées pour les problématiques qui sont posées. Le dialogue intercongolais, par exemple, était une occasion extraordinaire qui, s'il avait été mené jusqu'au bout, ça veut dire que s'il avait continué à trouver le nœud et le cœur des problèmes au-delà du partage équilibré et consensuel des postes, ça veut dire s'il avait abordé la question militaire de fond, la question sécuritaire de fond, nous aurait fait l'économie de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, si les Congolais doivent dialoguer, d'abord ça doit être un dialogue inclusif qui intègre toutes les problématiques, mais qui doit surtout aboutir à des solutions qui iraient au-delà du simple partage de postes. Des solutions non pas simplement conjoncturelles, mais à la fois conjoncturelles parce que les problèmes sont factuels, mais aussi structurels. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas, en l'état actuel de la situation, se permettre des économies d'initiative.
Êtes-vous favorable au déploiement de la force régionale? Non, je l'ai dit dès le départ et à plusieurs reprises, pour la simple et unique raison que le Congo ne peut se sauver que par lui-même. Le président de la République l'a répété encore dans son discours, et beaucoup de Congolais pensent comme moi. D'abord, non pas simplement pour des questions de chauvinisme ou de patriotisme ou d'orgueil en tant que Congolais, mais d'abord pour des questions stratégiques. Avoir en permanence depuis plus de 30 ans des forces étrangères officiellement et frauduleusement qui sillonnent la partie est du pays, c'est offrir la cartographie stratégique de notre pays à des ennemis qui sont identifiés, qui parfois sont présentés ouvertement comme en position belliciste vis-à-vis de nous, ou par hypocrisie cachent ces intentions-là, mais sont identifiés. Ils connaissent mieux nos territoires que nous connaissons le leur. Donc à chaque fois que nous ouvrons nos frontières à des forces, en fait, nous donnons accès à des renseignements militaires stratégiques sur notre géographie, sur notre topographie, et cela attise encore plus la convoitise et fragilise nos capacités de défense interne. Le Congo, s'il doit bénéficier d'un appui extérieur, notre point de vue, dans notre regroupement, le centre, c'est des alliances avec des forces qui n'ont pas si vous voulez, de contradiction géoéconomique et géostratégique directe avec la République démocratique du Congo, avec lesquelles on peut nouer des alliances et des accords mutuellement gagnants. Il faut chercher des alliances au-delà de nos frontières directes. Alors parlons cette fois-ci de la COP27 où la RDC y participe en tant que pays solution au changement climatique. On a vu le ministre de l'Environnement qui a insisté lors de ses assises sur le fait que la RDC a besoin des investissements dans les énergies vertes et dans l'agriculture pour que la population ne détruise pas la forêt qui est le bassin du Congo, le véritable poumon de la planète. Le problème de fond, comme je l'ai dit précédemment, c'est la question de la transition énergétique. Et dans ce jeu de géoéconomie, parce que là nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la géoéconomie, ça veut dire très simplement les relations internationales appliquées aux intérêts économiques transfrontaliers. Lorsque nous sommes dans cet environnement, on doit comprendre qu'il ne s'agit pas du domaine de bons sentiments. Il s'agit ici d'une question de rapport de force. Sommes-nous price takers ou sommes-nous price makers, faiseurs de prix ou preneurs de prix? Pour résoudre ce problème et faire en sorte que les différentes rencontres qui se font dans le cadre des débats environnementaux puissent se faire en notre faveur, il faut qu'il y ait une intégration des capacités des pays qui ont le plus à perdre dans la renonciation, c'est-à-dire qui ont un coût d'opportunité élevé à renoncer à leurs ambitions d'industrialisation au profit du bien-être de l'humanité. C'est pour ça que l'initiative qui semble poindre à l'horizon, qui est celle de la création d'une entente entre la RDC, le Brésil et tous ceux qui ont, si vous voulez, des capacités ou bien des potentialités en termes environnementaux qui sont de nature à les positionner comme des solutions, se mettent ensemble pour imposer le principe du pollueur-payeur à l'avantage de ces pays-là. Ça veut dire ceux qui polluent payent pour que nous n'ayons pas à polluer et que le coût d'opportunité, ça veut dire le coût de la renonciation de nos capacités de production. Par exemple, il y a tout un débat sur nos blocs pétroliers. On doit pouvoir avoir une compensation. Oui, il y a du pétrole au niveau du parc de Virunga. La RDC est prête à renoncer à la production, mais il faut qu'il y ait un fonds capable de financer ce coût d'opportunité. Sinon alors, il s'agirait d'un jeu injuste qui condamnerait certains pays au sous-développement, à la pauvreté, à la souffrance, pendant que d'autres continueraient à prospérer parce que eux, ils ont déjà franchi ces étapes-là. Donc, moi, j'encourage la fédération de tous les pays solutions, comme le RDC, comme le Congo-Brazzaville, comme le Gabon, comme le Brésil et beaucoup d'autres, pour qu'ils aient une position en termes de rapport de force et de négociation qui leur permettent effectivement de tirer meilleur parti de la transition énergétique
et des obligations qui s'imposent à toute l'humanité de plus en plus dans ce domaine-là. Une dernière question pour nous séparer, Germain Kambinga. Quels étaient les vrais enjeux de cette COP27? C'est le principe de l'adaptation, comme vous l'avez suivi. C'est le principe de l'adaptation, c'est surtout l'idée fondamentale qui prend de plus en plus, qui fait de plus en plus son chemin et qui voudrait qu'il y ait une meilleure justice dans la définition de ces objectifs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, nous sommes des solutions, oui, il y a péril en la demeure, oui, nous devons nous adapter aux nouvelles donnes, mais le coût d'opportunité doit être partagé. Voilà le véritable enjeu, voilà le véritable débat. Il y a un drame écologique, certains, personne ne conteste. Les responsabilités remontent, si on s'en tient aux théories les plus abouties, à la révolution industrielle. Alors là, vous avez l'Angleterre, les États-Unis, la France, tous les pays occidentaux. Ensuite, le relais est pris par les nations des BRICS, comme la Chine, comme l'Inde et autres, aujourd'hui qui sont considérés comme étant des grands pollueurs. Et ce cycle économique de développement étant abouti à leur niveau et qu'ils sont dans ce qu'on appelle les économies post-développement, ils voudraient nous imposer à nous l'obligation d'obéir aux mêmes règles qu'eux, sans compensation, alors que l'aspiration des peuples au bien-être est universelle. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut pouvoir trouver, et l'enjeu, c'est celui-là. Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous le répétons, le plus important pour les pays comme la République démocratique du Congo, c'est la fédération des efforts pour faire, comme font les produits pétroliers, avec l'OPEP, devenir price maker, et non simplement price taker, dans le domaine des crédits carbone, dans le domaine des fonds compensatoires et de tout l'écosystème qui s'est créé et qui se développe de plus en plus autour de ces thématiques-là. Alors, Germain Kambinga, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et merci à tous et à tous d'avoir suivi ce numéro. À la prochaine.